Charles de Foucault écrit avec son humeur et ses préjugés de l'instant. Cette ardeur brouille souvent sa perception et le conduit à des paradoxes parfois déroutants. On l'a vu avec le terme péjoratif « Braber », qu'il est pratiquement le seul à considérer comme le nom d'une tribu amazigh, très peu appréciée de sa part, et qui a été étendu abusivement, croit-il, à l'ensemble des ethnies nord-africaines. On l'a vu encore, plus récemment, avec les Iddaoublel qu'il semble avoir adoptés, allant jusqu'à affirmer, sans preuve solide, leur ascendance arabe, race des maîtres aux yeux de cet aristocrate. On le verra de nouveau dans l'appendice, à la fin de ce livre audio, consacré aux Juifs marocains, ainsi que dans ce qui suit, le récit de son séjour à Mraïmima. Pourtant, ces sentiments n'entament en rien la précision de ses descriptions de cette localité déshéritée. Mieux encore, ses propres observations finissent par contredire son jugement initial. L'objet de son antipathie, d'abord caricaturé, apparaît peu à peu sous un jour plus positif, gagnant en dignité et en noblesse. Si les marabouts de Mraïmima recherchent le gain à tout prix, c'est pour une raison légitime. Au cœur de la misère, leur confrérie constitue un havre de générosité, de sécurité et de salut pour les voyageurs et les habitants des alentours. Et si ces marabouts pouvaient revendiquer un miracle, le futur saint lui-même leur en suggérerait un. Écoutons-le. Sixièmement, retour à Tissint, Mraïmima. Akka et le Mader étaient les limites ouest et sud que j'avais fixées à mon voyage. Je songeais, après quelques jours passés à Tougrih, à m'occuper du retour. Il devait s'effectuer par le Ternata ou le Mizgita et le Dadès. Tessint était la première étape sur cette voie. Je priai mon patron de m'y ramener. 17 décembre. Départ à 8 heures du matin en compagnie de 3 Iddaoublal. Je traverse le Khneg d'Edis, puis je m'engage dans la vallée de la Sif Ouded, où je regagne mon chemin de l'allée. De Tougrih à l'Oued Imino Akka, on est dans l'Erg, sable dur semé de rares touffes de Melbina et d'Agaya. Au-delà de l'Oued Imino Akka, je retrouve la région parcourue en venant à Tintazat. Sol pierreux, avec des gommiers, nombreux surtout au bord des cours d'eau. J'arrive à 3h30 à Akka Igirn, gîte d'aujourd'hui. J'ai vu, près du Khneg d'Edis, plusieurs rivières nouvelles. L'Oued Tougrih, au pied de Tougrih, il a un lit de gravier large de 12 mètres et est à sec. Plus haut, près de Teiti, l'eau y coule. L'Oued Edis, au pied de Temsoult, le lit en a 20 mètres de large, dont 8 remplis d'eau claire et courante de 40 cm de profondeur. Berge de terre à 1 sur 2, haute de 5 mètres. L'Oued Izulzen, 40 mètres de large, à sec, fond de gravier avec rigole de vase humide au milieu, haute berge de sable. L'Oued Imino Akka, 50 mètres de large, à sec, lit de gros galets, berge de sable de 1 à 2 mètres. La Sif Ouded, 25 mètres de large, à sec, lit de gros galets, berge d'1 mètre. 18 décembre. Départ d'Akka Igirn à 8 heures du matin. Arrivé à Gadir Tissint à 4 heures du soir. L'aspect du pays entre Tata et Tissint a changé en l'espace d'un mois. La végétation s'est modifiée. La Melbina, vivace à la fin de novembre, est desséchée. De verte, la Gaïa est devenue jaune. On ne voyait alors que ces plantes, avec la Kmcha. Aujourd'hui, une foule d'herbes, de fleurs sont sorties de terre et la couvrent de verdure. On les trouve sur tout le parcours. Ici, poussant dans le sable, là se glissant entre les pierres, partout, substituant les teintes éclatantes des fleurs et des feuilles à la surface grise du sol. Quelques gouttes de pluie en produisent cette transformation. Séjour à Tissint. En arrivant à Agadir, Tissint,
je descendis chez le Hajj Burhim qui, lors de mon premier passage, m'avait fait promettre d'accepter au retour son hospitalité. Des circonstances inattendues devaient m'amener à avoir cet homme pendant près de 4 mois comme compagnon de chaque jour. Je ne puis dire combien j'eus à me louer de lui, ni quelle reconnaissance je lui dois. Il fut pour moi l'ami le plus sûr, le plus désintéressé, le plus dévoué. En 2 occasions, il risqua sa vie pour protéger la mienne. Il avait deviné, au bout de peu de temps, que j'étais chrétien. Je le lui déclarai moi-même dans la suite. Cette preuve de confiance ne fit qu'augmenter son attachement. Le Hajj Burhim est Hartani. C'est l'un des principaux habitants de Tissint. J'étais loin de prévoir, le 18 décembre, en entrant dans sa maison, que j'allais vivre avec lui durant plusieurs mois. Je ne pensais qu'à une chose, gagner le Ternata, le Mesguita ou le Tinzulin, et continuer rapidement ma route au nord-est. Se rendre d'ici au Ternata est difficile. On va sans grand danger à Mhamid el-Rouzlan avec des Stat Braber. Pour atteindre directement le Tinzulin ou le Ternata, il faut traverser le territoire des Ouled Yahya, et ceux-ci sont en guerre avec les Iddaoublal et avec Agadir Tissint. De plus, une famine terrible auprès de laquelle ces Décinériens règnent chez eux. Dans cette détresse, tous sont brigands. Ils attaquent, pillent tout le monde. Point d'Anaya qu'ils respectent. Le Hajj Burhim et mon patron Hayyan réfléchissent aux moyens de me mettre en route. 2 partis se présentent. Le premier de s'adresser à un Daoublali en déparant parmi les Ouled Yahya et demeurer en bonne relation avec eux malgré les hostilités, et de le prier de faire venir chez lui des attats sûrs entre les mains de qui on me mettrait et qui me mènerait au Tinzulin. On dresserait, selon l'usage du Sahara pour les occasions importantes, un acte par lequel les attats se déclareraient responsables de moi envers la tribu des Iddaoublel, s'engageant en cas de malheur à lui payer une somme considérable. Le second parti est d'aller à Mraimima, village peu éloigné d'ici où se trouve la célèbre zaouïa de Sidi Abdullah Umbark, la plus vénérée d'entre Souss et Dra, après celle de Temgrout et de Sidi Ahmed Moussa. Si Abdullah, chef actuel de la zaouïa, est très considéré parmi les Ouled Yahya. On lui demanderait de me faire conduire par un de ses propres fils jusqu'au Tinzulin. Point de stat qui vaille une pareille protection. Et là au moins, pas de trahison à craindre. Les marabouts de Mraimima sont gens à qui l'on peut se fier. On s'arrête à ce dernier projet. Je pars pour Mraimima. 26 décembre. Départ à 9h30 du matin, en compagnie du Hajj et de 3 Iddaoublal, parmi lesquels mon patron. En sortant de l'oasis, auprès de Zaouïa, je trouve une plaine de sable dur, semée de quelques touffes d'Agaya et de Melbina. Vers 11h15, j'en atteins l'extrémité, et j'entre dans un défilé entre le Jbel Fgousset et la Koudiet Boumoussi. Le Jbel Fgousset est un serpent de roche noir, étroit et bas, pareil à celui de Tintazart. La Koudiet Boumoussi, plus élevée, est un lourd massif de collines grises aux pentes douces. Entre eux s'étend un large couloir où je marche. Le sol est formé de dunes de sable hautes de 1 à 2 mètres. La végétation est plus vivace qu'auparavant. La Gaïa, plus haute et plus abondante, se mêle de touffes de sopt. Par places, le sable est humide. Il disparaît alors sous la verdure et se couvre de ziada, de hamid, d'ouden neja, de rimet l'zl. Nom de l'auteur. La ziada a 50 cm à 1 mètre de haut. Les autres plantes poussent au ras du sol. Fin de note. À 12h15, je quitte le défilé et franchis le Jbel Fgousset. De sa crête, on voit le désert jusqu'au Dra. C'est une vaste plaine, sillonnée de serpents rocheux et de collines, analogue d'aspect à celle qui s'étend au sud de Tata. Toutefois, le terrain semble plus accidenté ici que là, les chaînes plus nombreuses et plus hautes. Les 2 principales sont le Jbel Mhaïjiba, ou Koudiet Mraimima, et le Jbel Hamsailir.
La première paraît avoir 60 à 70 mètres d'élévation au-dessus de la plaine environnante. La seconde, davantage. Toutes deux sont de roches nues et ont leurs flancs en pente douce. Le Mhaïjiba est noir et luisant comme le bani. Le Hamsaylir d'une teinte claire. Ce dernier contient, dit-on, des minerais. Je vois à quelques pas du chemin un massif de verdure célèbre dans la contrée. Il cache les sources de Sidi Abdullah Hind, sources intarissables et douées de rares propriétés. Toute personne atteinte d'une maladie scrofuleuse n'a qu'à aller à la Qubba de Sidi Abdullah Hind, à Zawiya, à y passer 3 jours en prière et en sacrifice, puis à se baigner ici. Sa guérison est assurée. La Koudiet Boumoussi donne plus à l'est naissance à d'autres sources et ruisseaux. Un canton se trouve là, le Mardajld, où, quelle que soit la sécheresse, poussent toujours d'abondants pâturages. Les tentes des Iddaoublal y sont en ce moment. De l'autre côté du Fugoussad, je franchis 2 vallons parallèles, à fond de sable durci, où poussent quelques gommiers. Puis je débouche dans une plaine dont le sol, dur et couvert de galets, a pour seule végétation de petits gommiers qui bordent les lits desséchés des ruisseaux. Cette plaine se prolonge au loin, bornée au nord par un talus bas que perce l'oued Tissint ou Tizé-Guidi. Note de l'auteur. L'oued Tissint se creuse dans le plateau d'où il sort, à Tizé-Guidi, une vallée à fond plat profond de 20 à 25 mètres et large de 800. Fin de note. À l'est par le Hamsaylir, au sud par le Mhaïjiba, s'étendant à l'ouest jusqu'à la ligne uniforme et mince du Zouaïzil, talus plutôt que colline, elle est traversée par les oueds Tissint et Zguid, et s'y réunissent auprès de Mraïmima, et en sortent pour gagner le Draa par une large trouée. Foum Tangarfa. Note de l'auteur. Les pierres à fusil dont on se sert à Tissint et assez loin à la ronde viennent de Foum Tangarfa. Dans les hauteurs voisines, le silex abonde. Les nomades l'enlèvent par gros blocs et l'apportent à Tissint, où on le taille. Fin de note. Cette brèche montre dans le lointain les collines bleues du Draa. Au pied du Mhaïjiba, on voit les palmiers de Mraïmima, vers lesquels je marche. Dans la direction nord-est s'aperçoit Foumzguid, Khnig dans le bani, semblable à ceux de Akka et de Tata. Là est l'oasis de Zguid et passe l'oued du même nom. 4 ou 5 mamelons isolés se dressent dans la plaine entre Mraïmima et Foumzguid, à 6 ou 8 kilomètres d'ici. On les appelle Gloub Srer ou Gloub Mraïmima. Ces qualificatifs les distinguent d'un autre Gloub que j'ai vu en allant en Madr. Jusqu'à Mraïmima, le sol reste le même, plat, dur, pierreux. À mesure qu'on approche, les gommiers augmentent. À 2 heures, j'entre dans le village. Hors l'oued Tissint, j'ai traversé un seul cours d'eau de quelque importance, Tazrout Timlouka, lit de 20 mètres de large, dans 10 couverts d'eau claire et courante, fond de roche. Séjour à Mraïmima. À mon arrivée à Mraïmima, mes compagnons et moi descendons dans une des premières demeures du village. C'est une maison vide appartenant à Sidi Abdullah. Il en possède plusieurs semblables. Il sert à loger ses hôtes au moment d'une foire célèbre qui se tient chaque année. Aussitôt installés, nous voyons venir à nous les fils du marabout. Ils sont au nombre de 4. L'aîné, Sidi Mbarak, est un homme de 30 à 35 ans. Son père lui laisse en grande partie la direction de la Zawiya. Les autres sont plus jeunes. On apporte une natte pour les musulmans, des dattes pour tout le monde. Puis vient un plateau avec des verres et ce qu'il faut pour le thé, moins le sucre et le thé. C'est aux Juifs à les fournir. On s'installe. À peine étant assis, Sidi Mbarak se répand en plainte contre les Iddaoublel. Toutes les tribus nous servent. Toutes nous présentent de riches offrandes. Les Iddaoublel seuls ne nous donnent rien. Bien plus, allons-nous chez eux pour prélever la redevance, non contents de ne pas la remettre, et nous accueillent avec des colibés, des plaisanteries et de mauvaises paroles. Je leur en veux non pour ce qu'a souffert chez eux mon ventre,
mais pour ce qu'ont souffert mes oreilles. Chant grossier, inhospitalier, impie autant qu'avare. D'ailleurs, ils ont ce qu'ils méritent. Ils accueillent mal les marabouts et méprisent leurs bénédictions. Dieu non plus ne les bénit point. Ils meurent de faim, mais sont divisés entre eux. Autrefois, c'était une grande tribu. À présent, c'est la dernière du désert. Les Brabants les pillent de tous côtés. Les Oulad Yahya en font autant. Jusque Aïd Gillel, qu'il est brave. Dans le Sahel, dans le Dra, ils n'osent plus mettre les pieds. Ils sont la risée de tout le monde. Et puis, il n'y a plus d'hommes parmi eux. Tous les braves d'autrefois sont morts. Aujourd'hui, ce sont tous des femmes, tous des moutures, tous des traîtres. Pas un qui ne viole son anéa. Demandait-on le mezreg à leur père, ils l'accordaient aussitôt, pour le seul honneur, sans rien réclamer. Le demande-t-on aux Iddaoblal d'à présent, leur première parole est « Combien me donnerez-vous » Et ils en marchandent le prix comme des juifs. Aujourd'hui, parmi tous les Iddaoblal, pas un qui soit brave, pas un qui soit généreux, pas un qui soit franc, pas un qui soit loyal. Et à mesure qu'ils valent moins, ils ont plus de prétentions. Depuis quelque temps, ils poussent chez eux des chirs de toutes parts. Jadis, combien de leurs pères avaient une chiacha? Note de l'auteur. Chiacha, autorité de chir. Fin de note. Jadis, combien de leurs pères avaient une chiacha véritable, qui ne pensait pas à en prendre le titre. À cette heure, dans la tribu entière, il n'y a plus l'ombre d'une chiacha et tout le monde est chir. C'est une race d'hommes cupides et traîtres. Il n'y a rien de bon en eux. Aussi, nous ne les visitons plus. Ils ne veulent pas de nos bénédictions, mais dès aujourd'hui, ils ont visiblement le prix de leur impiété et de leur mépris pour les hommes du Seigneur. Mais les trois Iddaoblal se taisent et font longue figure devant cette harangue qui se prolonge sur le même ton durant plus d'une heure. Ce que dit Sidi Mbarak est vrai, mais l'amertume avec laquelle le marabout leur reproche de ne point lui donner d'argent est aussi répugnante que leur avarie. Pour moi, je m'amuse à voir ces loups se mordre entre eux. Dans la soirée, on agite la question de mon départ pour le Tinzouline. Sidi Mbarak m'y conduira en personne. Il fait voir qu'il ne marchande pas moins son anaya que les Iddaoblal. C'est au bout de 2 heures de discussion qu'on s'entend sur le prix. Enfin, on tombe d'accord. Je verse la somme sur l'heure et il est convenu qu'on partira après-demain. Le lendemain matin, 27 décembre, mes Iddaoblal n'ayant plus rien à faire ici, s'en vont ainsi que mon ami le Hajj. Au moment des adieux, j'ai toutes les peines du monde à faire accepter un cadeau à ce dernier. Avec les autres, au contraire, il y a un règlement de compte laborieux. Me voici seul à Mraïmima avec Mardoké et un de mes sikhs israélites. Dans l'après-midi, nous recevons la visite de Sidi Abdullah en personne. C'est un vieillard d'environ 70 ans, à barbe toute blanche, tranchant sur le brun de sa peau, car il est hartani. Il nous parle avec bienveillance, mais sa péroraison rappelle les discours de son fils. Grâce à Dieu, vous êtes maintenant débarrassés de vos Iddaoblal, gens impies, et sans foi qui n'était venu que pour vous dépouiller. Quant à moi, je n'aime pas les Juifs. Mais Dieu vous a conduits ici dans la maison de la confiance. Vous y êtes les bienvenus. Et quand vous voudrez partir, je vous ferai mener où vous voudrez en sûreté. Mais voyons les Juifs, au pareil, quand ils se présentent, ne m'abordent que les mains pleines de toutes sortes de cadeaux. Vous ne m'avez rien donné. Tâchez de réparer votre faute et de m'offrir quelque chose de bien. Pas de khnt, pas de ces objets ordinaires et grossiers. Je veux quelque chose de bien. Je repasserai tout à l'heure. À présent, je vais parler à des Oulad Yahya avec qui je vous ferai partir. Et nous quitte, va et revient au bout d'une demi-heure. Ce que vous avez de mieux à faire,
et de passer le Shabbat ici et de ne vous mettre en route que le lendemain. J'ai donné rendez-vous pour samedi et c'est Ouled Yahya qui s'en iront dimanche avec vous. Maintenant, voyons ce que vous m'avez préparé de bien. Je lui montre ce que j'ai, du thé, de la cotonnade blanche, de pain de sucre. Il prend le tout, et nous lui déclarons que nous sommes les gens les plus heureux du monde, ce qu'un grand saint comme lui ait bien voulu accepter ce faible don. Je ne suis pas aussi content que je le dis. Voici mon départ remis à plusieurs jours, car en les cas jeudi. Puis, que sont ces Ouled Yahya qui Sidi Abdallah veut me confier alors qu'il était convenu que son fils me conduirait lui-même? Ces marabouts ont moins de paroles encore que les Id d'Oblal. Mais que faire? Je suis à leur merci. C'est le cas d'être fataliste et d'attendre avec résignation. Espérant que cela pourrait produire quelque effet, je me recommandai du Shrif d'Ouazen. Jamais je ne m'étais servi de sa lettre, pour la meilleure raison, son nom était inconnu de ceux à qui j'avais eu affaire jusqu'alors, et son influence nulle dans les régions que j'avais traversées depuis Fès. Ici, il n'en est pas autrement, mais dans la Zaouïa du moins, son nom est connu et respecté. Je fis voir sa lettre à Sidi Abdallah. Dans les premiers jours, ce fut un événement. On lut l'épître en pleine mosquée. Comme effet, il résulta qu'on me traita avec plus d'égard qu'auparavant, que chaque jour Sidi Abdallah me faisait une visite et que le soir, elle envoyait 2 de ses fils passer la nuit dans ma chambre, honneur et protection à la fois. Le samedi, le dimanche, se passe. On ne parle point de départ. Par extraordinaire, Sidi Abdallah reste invisible. Je demande Sidi Ombark. Il est malade. Enfin, le lundi matin, je vis arriver ce dernier. Elle était impossible, disait-il, de se mettre en route. 2 troupes de 20 fusils, l'une de Braba, l'autre de Harib, de passage ici, avaient appris que j'allais partir. Le bruit que j'étais chrétien venu de Tintazat s'était répandu dans le pays et leur était parvenu. De plus, on me croyait chargé d'or. Les 2 bandes s'étaient embusquées dans la montagne et guettaient mon passage pour m'attaquer. Il fallait patienter. Dans 3 ou 4 jours, quand las d'attendre, ils auraient disparu, Sidi Ombarek prendrait avec lui 30 ou 40 hratn et me conduirait en personne à destination. Le lendemain, Sidi Abdallah vint confirmer ses paroles. « Ayez confiance en moi. Je vous ferai partir en sûreté avec mon fils. Quand tous ceux qui voudraient vous manger seront partis ou vous auront oublié. Maraïmima est un ventre de hyène, rendez-vous de tout ce qu'il y a de mauvais. Mais patience, vous en sortirez, s'il plaît à Dieu. » 2 jours après, c'est autre chose. Les Haribs sont partis, mais 30 Aït-Sdrat les ont remplacés. Ils étaient venus acheter des dattes. À la nouvelle du coup à faire, ils se sont installés dans le Mhaïjiba, jurant qu'ils n'en bougeraient tant que je serais ici. Le jeudi, ils font mieux. Ils envoient une députation à Sidi Abdallah demandant de me livrer. Ils se chargent de me conduire au Tinzoulines. Sur son refus, ils se répandent en menaces, déclarent qu'ils m'enlèveront de force. Les marabouts prennent peur. Le jour, ils placent 2 hommes à ma porte avec consigne de ne laisser rentrer personne. La nuit, on m'envoie plusieurs esclaves armés. Les 2 fils cadets de Sidi Abdallah ne me quittent plus. Les murs de la maison sont hauts, la porte solide, rien à redouter de ce côté. Mais on craint que les Aït-Sdrat ne percent la muraille de Pizé. Le lendemain, ils envoient de nouveaux émissaires. L'inquiétude des marabouts augmente, ma garde s'accroît. Enfin, le vendredi, Sidi Abdallah vient me dire qu'il ne s'engage plus à me faire conduire au Dra. Tout ce qu'il peut pour moi, c'est de me ramener à Tessint. Encore faudra-t-il attendre plus d'1 semaine. Le 12 janvier sera la fête du Mouloud. Ce jour-là, Sidi Abdallah fait tous les ans un pèlerinage à la Qubba de Sidi Abdallah Hind, à Tissint. Elle s'y rend en grand appareil, suivi de toute la Zaouïa, de tout ce qu'il a de parents, de serviteurs et d'esclaves.
Je me joindrai à lui et sous la protection de cette puissante escorte, je pourrai passer. Il s'y rend en grand appareil, suivi de toute la zaouïa, de tout ce qu'il a de parents, de serviteurs et d'esclaves. Je me joindrai à lui, et sous la protection de cette puissante escorte, je pourrai passer. Après une semblable déclaration, il ne me restait rien à espérer quant aux Tinzoulines. Attendre à Mraïmima n'avait plus de raison d'être. Il fallait revenir à Tissint. Cela même était chose difficile et dangereuse. Le soir de ce jour, 3 janvier, j'écrivis à mon ami le Hajj Bourhim. Je lui peignai la situation et le priai de venir me chercher. Un mendiant porta ma lettre. Le lendemain, 7 heures du matin, grand mouvement dans le village. Une troupe de 25 fantassins et 2 cavaliers arrive tout à coup et entre droit dans ma cour. C'est le Hajj qui vient me prendre. Il a reçu mon billet cette nuit. Il s'est levé aussitôt, accouru chez ses frères et ses parents. Chacun s'est armé et l'a rejoint avec ses serviteurs. Ils se sont mis en marche, et les voici. Une demi-heure après, je reprends avec eux le chemin d'Agadir, Tissint. Les marabouts nous voyaient partir avec inquiétude. Ils craignaient pour nous une attaque des Aït Sdrat. Ceux-ci cherchaient le pillage, et non le combat. Voyant la force de l'escorte, ils n'osèrent se présenter. À 11h30, j'étais de retour dans la maison du Hajj. Mraïmima. Mraïmima a l'aspect triste et pauvre. C'est un petit village empisé, ensemble de constructions basses du milieu desquelles émerge le minaret délabré de la grande mosquée et 2 autres moins hauts. Dans cette masse de murailles grises brillent 3 petites roubas, seuls édifices blanchis du village. En dehors des habitations, sur leur lisière nord-ouest, se tient la foire annuelle, l'une des causes de célébrité de Mraïmima. Ce côté est occupé par de grandes maisons carrées appartenant à Sidi Abdullah. Vides en ce moment, ils servent de lieu de dépôt pour les marchandises lors de la foire. Celle que j'ai habitée est l'une d'elles. À l'est et au sud-est du village s'étendent des plantations de dattiers de moyenne étendue. Elles produisent surtout des jihl, puis des boussoïr, des boufougouz et quelques bouskris. Le long des dattiers, entre l'oasis et les roches du Mhaïjiba, coule l'Oued Zghid. C'est une large rivière, un peu plus forte que l'Oued Tissint. En toute saison, elle a de l'eau courante. Les poissons y sont nombreux. La population de Mraïmima est composée d'une part de la famille proche et éloignée de Sidi Abdullah, groupée autour de la Zaouïa, demeure propre de ce dernier, de l'autre des nègres, ehratn, esclaves ou serviteurs de la famille sainte. Tous les membres de celle-ci portent le titre de marabout et sont nourris ou aidés par la Zaouïa. Les palmiers de Mraïmima appartiennent la plupart à Sidi Abdullah. Les autres sont possédés par ses neveux ou ses parents. Quelques-uns ont pour propriétaires de simples haratn. La zaouïa de Mraïmima n'est pas très ancienne. Elle n'est pas harra, indépendante. Une zaouïa est harra lorsque son chef compte au moins 7 ancêtres postérieurs à la fondation. Les arrière-petits-fils de Sidi Abdullah seulement seront indépendants. D'après cette donnée, la zaouïa compterait environ 150 ans d'existence. Les marabouts de Mraïmima tirent leur origine du Qsar de Zaouïa, de Tissint. Leur shir est Sidi Abdullah Hind, saint mort depuis plusieurs siècles, dans la Rouba et dans cette localité. Chaque année, à la fête du Mouloud, ils y font en grande pompe un pèlerinage. Ils sont donc une branche de la famille de religieux dont la souche est Az-Zaouïa. Cette famille étend au loin ses ramifications. J'en trouverai les membres établis à demeure dans le Ras el-Oued, dans le Bassous, jusqu'auprès de Mogador, partout vénérés, partout vivant de leur titre de marabout et de leur sainte origine. Les religieux de Mraïmima, quoique ne formant pas la branche aînée de cette race, en sont actuellement la plus distinguée.
Les autres sont réduites à une influence locale, celle-ci jouit au loin d'une grande considération. Elle perçoit des redevances dans le Dra, dans le Sahel, sur les deux versants du Petit Atlas. Les noms de Mraimima et de la Zaouia de Sidi Abdullah Mbarak sont connus en bien des lieux où celui de Tissint est ignoré. Cependant, c'est une Zaouia de second ordre, qu'on ne saurait comparer à celle de Wezen, de Bouljaad ou de Tamgrout. Il ne leur ressemble en rien, ni comme célébrité, ni comme influence, ni comme richesse. J'ai vu dès mon arrivée à Mraimima que Sidi Abdullah et ses fils étaient rapaces. On ne s'en étonne pas quand on voit la peine qu'ils se donnent pour recueillir de l'argent. On leur en apporte peu. Il vient des pèlerinages, même de loin. De cette source ne sortent que des dons isolés. Pour percevoir les redevances générales des tribus, il faut se rendre au milieu d'elles. Il faut que le marabout sanctifie les territoires par un séjour de quelque temps, qu'il appelle sur lui les bienfaits du Seigneur. Ces conditions remplies, lorsque la présence et la bénédiction de l'homme de Dieu ont assuré pour l'année une bonne récolte, de gras pâturages, des eaux abondantes, on lui remet en échange de ses bons offices la cotisation habituelle. Sinon rien. De là des voyages continuels qui constituent pour les religieux un travail régulier. Ils appellent cela aller bénir. Chaque année, Sidi Abdullah va en personne dans le Sahel et dans le Dra bénir et recueillir les tribus. Dans les autres régions qui servent la Zaouia, il envoie ses deux fils aînés faire la collecte. C'est d'une part dans une portion du Petit Atlas, Aït Bouyahya, Sktana, etc. De l'autre, au sud du Bani, Oulad Yahya, Id Daoublel, Aït Omribat, etc. Malgré ses revenus, la Zaouia ne semble pas riche. Les bâtiments sont simples. Les costumes des marabouts n'indiquent pas une grande aisance. Sidi Abdullah seul est habillé à la façon des villes. Gros turban blanc, farajia et haïk. Ses vêtements sont propres et frais. On ne peut en dire autant pour ses deux fils. L'aîné paraît très fier d'un cafetan de drap rouge râpé qu'il porte sous son haïk. Les marabouts marocains ont un goût prononcé pour les étoffes de couleur éclatante. Le second, Sidi Fatmi, n'a sur sa chemise qu'un haïk grossier et un burnous de 10 francs. Quant aux deux plus jeunes, leurs chemises sales et déchirées, leurs burnous troués, me les avaient fait prendre à l'arrivée pour des mendiants. L'un d'eux, Sidi Yahya, a 15 ans. L'autre, Sidi Ahmed, en a 10. Comme mobilier, je n'ai vu que les théières et les verres, lesquels sont des plus communs. Pas de bougies, et n'en existe nulle part dans le Sahara. On se sert de petites lampes à huile qui jettent une lumière funèbre. Luxe rare. Mraimima possède 3 ou 4 chandeliers de cuivre. On place les lampes dessus. C'est très commode. Une mule est l'unique bête de somme de la Zaouia. Je ne crois pas que les marabouts thésaurisent. Malgré la simplicité de leur vie, la caisse de la maison ne doit pas être riche. Ils recueillent de nombreux dons, de nombreuses redevances, mais ces offrandes sont presque toutes en nature. Elles consistent en dattes, en orge, dans les tribus du Sahara, en blé et en huile, dans celles de la montagne, très peu sont de l'argent. Ces cadeaux s'en vont aussi vite qu'ils viennent. La Zaouia, nom de l'auteur. On appelle Zaouia, d'une part, l'ensemble de tous les marabouts, parents, proches ou éloignés de Sidi Abdullah, qui habitent Mraimima, de l'autre, la maison où Sidi Abdullah demeure. Fin de note. La Zaouia ne se compose pas seulement de son chef et des fils de celui-ci. Sidi Abdullah nourrit une infinité de neveux, de cousins, de parents ayant les mêmes ancêtres que lui. Tous ne vivent que de la sainteté de leur sang. Tous mangent sur la Zaouia. Je veux qu'ils fassent maigre chère. Il y a encore les hôtes. Le nombre des étrangers qui reçoivent chaque jour l'hospitalité est considérable. En un séjour d'un peu plus d'une semaine, j'ai vu passer des Braber, des Oulad Yahya, des Harib, des Id Daoublel, des Tajakant, des gens de Tafilelt, des Aït Sdrat. Point de jour, il n'y ait 15 à 20 hôtes à la Zaouia. Gens du Dra qui vont acheter des dattes dans les oasis de l'Ouest, cavaliers qui viennent de Razia, députations qui se rendent dans quelques tribus des environs, voyageurs de toutes conditions et de tout pays.
Mraimima, par sa situation unique entre le Draa et le Bani, se trouve un point de passage et de ravitaillement naturel pour ceux qui traversent le Sahara marocain dans sa longueur. Les uns y séjournent peu, d'autres restent longtemps. J'y fus avec un homme des Ait Youssa, note de l'auteur, tribu voisine du district de Douednoun. Fin de note. J'y fus avec un homme des Ait Youssa qui y vivait depuis 2 mois. Il venait du Draa et n'osait rentrer dans son pays parce que les Ait Omribot, de qui il avait à traverser le territoire, étaient en guerre avec sa tribu. Comme Sidi Abdullah va tous les ans à époque fixe au Sahel, il attendait son départ pour passer sous sa sauvegarde. Le moment de ce voyage de Sidi Abdullah est celui du Souq al-Mouloud. Note de l'auteur. Le Souq al-Mouloud est ainsi appelé parce qu'il a lieu dans le mois du Mouloud, Rabi' al-Awwal. Il se tient dans la tribu des Ait Youssa. C'est une grande foire qui dure plusieurs jours, l'une des 3 foires annuelles du Sahara. Les 2 autres sont celles de Mraimima et de Sidi Ahmed Moussa, Tazarwald. Fin de note. Ils se rend chaque année à cette foire où, un grand concours de monde se trouvant réuni, ils ramassent d'un seul coup de nombreuses offrandes. Sidi Abdullah, quoique vieux, s'occupe des affaires de la Zaouia. Mais son fils aîné, Sidi Mbarak, a en main la plus grande partie d'entre elles. Il agit souvent sans consulter son père. Son père ne fait rien sans son avis. Sidi Mbarak a de l'autorité sur les tribus des alentours. C'est lui qui reçoit les hôtes, qui fait une partie des tournées. Il ne s'éloigne pas longtemps de la Zaouia où il est indispensable. Il forme avec ses 3 frères et 2 sœurs l'unique postérité de Sidi Abdullah. Ses 6 enfants sont nés à celui-ci de sa première femme. Elle morte, et l'on a épousé une seconde qui ne lui a point donné de rejeton. Il a toujours été monogame. Ses fils ont le type Hartani moins prononcé que lui. Les autres marabouts, ses neveux ou cousins à divers degrés, sont ceux-ci Haratn, ceux-là blancs. Les uns ont quelque fortune, d'autres sont pauvres. Tous portent au cou un gros chapelet, ce qui est d'usage ici pour les seuls religieux, et tous ont droit au baisement des musulmans. Peu ont été à la Mecque. Comme les Iddaoublal, ils ne vont qu'où il y a de l'argent à gagner. Bien que Taleb, ils sont ignorants et grossiers d'esprit. Ne se figurèrent-ils pas qu'avec 5 ou 6 brins d'herbe qu'on m'avait vu ramasser dans le Ma'del, je voulais maléficier tout l'islam? Je ne sais si je parvins à les rassurer à cet égard. Nous trouvons parmi eux le kif, cet apanage des chlifs et des marabouts. Ils le fument en l'arrosant de grands verres d'eau-de-vie, que leur fabriquent les juifs de Tintazart et du Draa. À Dissint et à Tata, 4 ou 5 personnes usaient de kif. C'étaient des clients originaires de Tafilelt. On les reconnaissait à la petite pipe spéciale qui se balançait à leur cou. Mraimima, célèbre par sa zaouia, ne l'est pas moins par sa foire. Cette foire annuelle dure 3 jours et est très fréquentée. On y vient de tout le bassin du Draa, du Souss, du Sahel, souvent du Tafilelt. On y a vu, dit-on, jusqu'à des marchands de figues. 3 grandes foires annuelles se tiennent dans le Sahara marocain, celle de Mraimima en Rjeb, celle de Sidi Ahmed Moussa à la fin de mars. Note de l'auteur. Le calendrier chrétien est connu et employé dans le Sahara marocain. Les mois en sont désignés sous leur nom latin. La foire de Sidi Ahmed Moussa se tient au printemps et habituellement en mars. En 1885, elle a commencé le 25 mars. Fin de note. Souq al-Mouloud en Mouloud. Les unes et les autres attirent une foule de monde. Malgré cette affluence de gens peu habitués à la discipline, on n'y voit d'ordinaire aucun trouble. Des mesures sévères sont prises par les chefs des localités où ils ont lieu, ici par Sidi Abdullah, pour que l'ordre ne cesse de régner. Bien plus, on garantit à ceux qui s'y rendent la sûreté sur le chemin. Un individu, une caravane allant à la foire ont-ils été pillés, maltraités en route. On saisit parmi les hommes présents au marché ceux de la tribu coupable de l'agression. On les rend responsables du dommage et on le leur fait payer sur l'heure. Grâce à cette méthode employée aux 3 points, la sûreté, rare phénomène, règne à 3 époques de l'année sur les routes de la contrée.
Dans ces foires, on trouve réunis les produits du pays, les objets fabriqués dans les villes du Maroc et en Europe, et les marchandises du Soudan. La plus importante est celle de Sidi Ahmed Moussa. Placée sur le chemin des caravanes de Timbuktu, elle se tient à l'époque de leur arrivée et est le théâtre des transactions relatives au commerce du Soudan. Là se fait l'échange de l'or, des plumes d'autruche, de l'ivoire, des esclaves, contre les produits européens envoyés de Mogador. Après cette foire vient celle de Mraimima. La moins considérable est Souk el-Mouloud. Lu pour vous par Mohamed El-Kachtoul. L'aventure de Mraimima venant après celle de Tintazat, qu'il racontera plus tard dans son appendice sur les Juifs du Maroc, finit par convaincre notre auteur qu'il est temps d'organiser son retour. Mais il lui faut d'abord se refaire une bourse. Pour cela, il n'a d'autre choix que de gagner Mogador, Souira, où il séjournera près de 3 mois. Un voyage si périlleux qu'il l'entreprendra de nuit, et avec raison. Un de ses guides y a failli perdre la vie à l'approche de son propre village, et en plein jour. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.